Merci beaucoup, bienvenue à tous. On est là donc pour ce webinaire Comprendre la durabilité, stratégie, données et rapports. Euh, un événement qu'on organise en partenariat avec BDO, dont Guillaume est ici présent, avec la Fédération des artisans et l'Enterprise Europe Network, qui est aussi un événement qui nous tient tout particulièrement à cœur parce qu'on lance enfin, après de nombreux mois de travail, le guide du même titre que ce webinaire. Mais avant de passer au guide, on va déjà un peu commencer par voir qu'est-ce qu'on va... Attendez, les slides ne veulent pas bouger. Voilà, on va voir déjà qui je suis et qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui au cours de ce webinaire. Donc, je m'appelle Elisa Mendes. Je travaille à la Chambre des métiers depuis un peu plus de 2 ans en tant que conseillère technologie et développement durable. Vous avez ici mes coordonnées au cas où vous avez des questions par la suite de ce webinaire ou dans vos démarches de durabilité dans votre entreprise. Et aujourd'hui, donc ce webinaire se tient aujourd'hui de 11 heures jusqu'à plus ou moins 12 heures. On aura certainement terminé un peu plus tôt. Euh, Tout dépendra du nombre de questions que vous avez. Donc n'ayez pas peur de poser vos questions à la fin du webinaire. Si au cours de la présentation vous voyez des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas à le noter et on répondra en détail à vos questions à la fin. Donc on va commencer le webinaire par une introduction au développement durable, un bref explicatif d'applications concrètes de la durabilité dans l'entreprise par pilier, histoire que tout le monde se sente concerné et voit qu'au final, c'est pas si difficile et que vous faites certainement tous déjà des démarches de durabilité dans votre entreprise. On continuera avec Guillaume qui nous expliquera un petit peu le contexte général de la CSRD, c'est quoi, pourquoi il faudrait s'y intéresser, surtout aussi pour les entreprises qui ne sont pas concernées par le rapport de durabilité. On aura après une explication de différentes étapes, donc en passant de la collecte, de la stratégie jusqu'au rapport de durabilité. On vous expliquera comment trouver le guide pratique, comprendre la durabilité, en vous expliquant aussi un petit peu ce qu'il y a à retrouver dans ce guide. Principalement, la plupart des choses dont on va vous parler aujourd'hui sont présentes dans ce guide de façon plus détaillée aussi. Et on clôturera par moi qui vous présenterai donc l'offre de la Chambre des métiers en termes de durabilité et les différentes aides étatiques qui peuvent vous intéresser dans le cadre de votre démarche de durabilité. Et la place pour vos questions. Donc, je vais commencer juste par vous rappeler un petit peu pourquoi on a eu besoin de développer ces notions de développement durable, tout simplement parce que le système économique actuel vise une croissance infinie, sans fin, ce qui est un petit peu compliqué à arriver à long terme, étant donné que nous vivons dans un monde fini. Euh, donc les ressources, nous les utilisons au jour d'aujourd'hui plus vite que ce qu'elles peuvent se renouveler dans la nature. Donc par exemple, les énergies fossiles, elles ont une limite. Pareil pour le bois, si vous coupez les forêts plus vite que ce qu'elles repoussent, vous n'aurez plus de bois pour produire. Donc le constat est que ce modèle économique n'est pas viable à long terme. Ce qu'il faudrait faire à l'avenir, c'est avoir un modèle économique équilibré qui respecte aussi bien l'économie, donc nos besoins de bien-être, de ressources aussi euh, financières, l'environnement, mais aussi la société. Donc pour ce faire, le principe de développement durable a été développé et il se décline en 3 piliers, qui sont l'environnement, la société et l'économie. Donc vous voyez ici ce petit schéma qui reprend un petit peu les explications de ces 3 piliers que vous retrouverez aussi dans le guide. Donc pour bien comprendre, le niveau économie, c'est créer de la richesse pour améliorer les conditions de vie matérielles de tout un chacun. La partie sociale fait référence au bien-être, que ce soit de la santé, de la sécurité, de la formation, de l'égalité. Les sujets sont relativement vastes. Et pour l'environnement, il s'agit tout simplement de préserver les ressources naturelles, énergétiques de la planète. Donc c'est une version courte, vous retrouverez la description plus large dans le guide. Mais ça vous donne déjà une petite idée de tout ce qui est inclus dans le développement durable. Et j'en profite pour démystifier un petit biais que certaines personnes ont. Le développement durable, ce n'est pas que l'environnement. Pour aider à développer et implémenter dans notre
dans notre économie, le développement durable, l'ONU a développé 17 objectifs de développement durable. Donc vous voyez ici sous forme d'image ces 17 objectifs. Ils ont tous en fait pour principale mission de placer le développement durable au centre des préoccupations. Ils sont très variés, ça peut être l'égalité de genre, la qualité de l'éducation, la santé, avoir de l'eau propre, voilà. Vous voyez que c'est assez large. Maintenant, sur la partie un peu plus pratique, pour que vous preniez un peu plus de lien sur ces sujets-là avec votre quotidien, ici, je vous résume quelques exemples. Ils ne sont pas exhaustifs. Je vous ai mis des exemples par pilier. Donc ici, nous avons le pilier environnemental, où on vous dit que, par exemple, une action que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise sur ce pilier, c'est le fait de passer aux énergies renouvelables, que ce soit avec un contrat énergétique basé uniquement sur les énergies renouvelables ou qui les favorise au moins, ou bien l'installation de panneaux photovoltaïques. Vous pouvez aussi réduire vos déchets, que ce soit par du tri, soit par la réduction des emballages, ou alors revoir vos processus. La Soupodrax, que je dis ici au Luxembourg, propose un accompagnement assez sympa sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi revoir la conception de vos produits pour qu'ils soient éco-conçus, donc pour minimiser l'impact sur l'environnement et pouvoir réutiliser les ressources le plus longtemps possible. On passe aussi par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc ça peut être des véhicules électriques hybrides, pardon, ou bien tout simplement des pratiques d'économie d'énergie ou remplacer des vieilles machines par des machines plus efficaces énergétiquement. Il y a aussi tout le volet de la gestion de l'eau, donc que ce soit de l'économie de l'eau ou bien la récupération de l'eau, de l'eau de pluie. Donc il y a plein de choses à faire à ce niveau-là aussi. Le fait d'entretenir et de réparer votre matériel régulièrement, vos machines dans votre entreprise vous permettra de devoir en racheter moins souvent, donc ce qui est cool parce que vous aurez moins de dépenses financières, mais aussi tout simplement on utilisera moins de ressources vu qu'on doit moins souvent les racheter. Et un dernier petit point, c'est l'entretien des espaces verts, donc tout ce qui est pesticides, les limiter ou les arrêter, c'est mieux. Voir si vous pouvez tondre moins souvent, si vous avez des espaces verts autour de l'entreprise, est-ce que vous pouvez planter des choses, créer des espaces où la biodiversité pourrait se développer. Et donc sur le volet social, voici aussi quelques exemples. Donc ici en priorité, je vous ai mis la formation. On parle ici de formation sur les sujets de pratique de durabilité ou de RSE, comme on peut en parler aussi. Mais c'est pas seulement ça, c'est tout ce qui est formation continue, upskilling, pour être sûr que vos collaborateurs gardent toujours des compétences au top niveau avec tout ce qui se développe sur le marché en continu, favoriser l'inclusion, le bien-être au travail. Le bien-être au travail, je ne sais pas si vous avez vu les infos aujourd'hui, les fortes chaleurs sont un sujet, comme vous savez certainement le voir dans vos bureaux. Euh, il y a l'exemple d'une dame à Barcelone qui a été contrainte par son employeur de continuer à travailler malgré les fortes chaleurs. Il lui a conseillé de boire uniquement de l'eau. Donc cette dame-là travaillait de 2 heures à 21 heures. Il a fait 40 degrés à Barcelone. Elle est morte le soir même. Donc, en cas de forte chaleur, s'il vous plaît, pensez bien à prendre des dispositions pour améliorer le bien-être de vos employés. Ça peut être par un aménagement des horaires ou bien mettre des salles climatisées à disposition quand c'est possible, du télétravail. Voilà. Je suis sûre qu'en fonction de vos cas, il existe des aménagements qui peuvent être faits. Enfin, il existe l'égalité des chances aussi comme sujet, mais ça, je pense que la plupart d'entre vous le font déjà automatiquement, tout comme la santé et la sécurité au travail. C'est un sujet fort important dans l'artisanat qui est très présent, où tout le monde, je pense, est déjà fort sensibilisé. Avoir un engagement social, ça peut être prendre part à des projets sociaux dans votre commune ou dans des associations qui vous tiennent à cœur en les soutenant. Sur le volet économique, alors ici je vous ai mis volet économique et gouvernance, juste parce qu'on a évoqué les 3 piliers du développement durable, où on fait référence au volet économique. Dans la pratique, chez les entreprises, ce volet économique, on le traduit par le mot gouvernance. Donc ça va être comment est-ce que vous gérez votre entreprise. Je vous ai laissé les 2 mots juste pour éviter des confusions. Donc, une chose que vous pouvez faire sur ce volet-là, c'est tout simplement être en contact régulier avec vos partenaires, vos clients, pour avoir des retours sur est-ce que vous travaillez bien, est-ce que ça se passe bien, pour pouvoir s'améliorer et prendre en considération les sujets d'intérêt pour ces partenaires.
Simplement aussi avoir une gouvernance éthique, faire attention de ne pas être coupable de corruption, avoir une gestion éthique et transparente de votre entreprise. Ça se décline sous de multiples facettes, mais je suis sûre que vous mettez tous déjà un point important à être éthique au quotidien. On a une partie qui est très importante, c'est d'être sûr que le cadre juridique est respecté, donc que vous respectez bien les règles et les lois en vigueur. Pareil, ça fait partie de votre business quotidien, donc c'est pas dans le cadre de la durabilité que ça doit changer complètement vos pratiques, c'est juste un rappel. Avoir des politiques d'achat responsables quand c'est possible, pas besoin qu'elles soient d'office formalisées par écrit, mais si vous favorisez l'achat de produits à impact environnemental moindre ou bien qui peuvent être plus facilement recyclés, voilà. Faire des choix intelligents lors de vos achats, favoriser le local par exemple quand c'est possible. Avoir une communication transparente, donc si vous avez des engagements en termes de durabilité, les communiquer. Et attention, les communiquer de la bonne manière, sans les amplifier, mais en les communiquant tels qu'ils sont. Attention au greenwashing et au social washing. Euh, la meilleure façon d'aller vers l'avant, c'est de passer à une stratégie de durabilité qui définit clairement des objectifs et des engagements avec des échéances. Et puis quand vous serez déjà plus loin, plus avancé dans votre démarche, il y a les labels qui existent. Donc ça peut être le label de la Soupadrax, le label ESR de l'INDR, le The Shark Zone de la AA, ou bien les normes ISO, où vous pouvez avoir des certifications, ou si vous ne voulez pas vous faire certifier, elles peuvent tout simplement servir d'inspiration pour vous mettre en ordre dans votre entreprise. Donc voilà, ça c'était pour mon introduction. Donc maintenant, je vais passer la main à Guillaume qui va nous présenter sa partie. Guillaume, si tu veux bien. Merci beaucoup, Elisa, du coup, pour cette introduction. Et merci à tous les participants qui ont décidé de nous rejoindre aujourd'hui. Euh, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu plus le contexte de durabilité en Europe et comment ça va vous impacter, vous, en tant que PME. Je vais aussi passer les grandes lignes du reporting ESG. Finalement, je vous présenterai donc le guide pratique qu'on a créé avec la Chambre des métiers et la Fédération des artisans. Donc je me présente, moi c'est Guillaume Vu, je suis conseiller en développement durable pour BDO Luxembourg et donc j'ai un background académique en sciences et gestion de l'environnement et aujourd'hui mon travail consiste principalement à accompagner les entreprises dans leur analyse de double matérialité. Je vais encore expliquer ce terme plus tard dans la présentation, mais en général les assister aussi dans tout ce qui est reporting en matière d'ESG. Je fais aussi des projets en diligence environnementale et je donne des trainings sur la VSME, qui est un standard qui a été développé récemment pour les petites et moyennes entreprises et donc qui va les aider à commencer leur reporting ESG aussi. J'en parlerai également plus tard dans cette présentation. Donc, pour commencer, le contexte européen, du coup, qui dit durabilité en Europe dit Green Deal, qui est aussi appelé le Pacte vert européen en français, et dont je suis sûr certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Mais donc le Green Deal, ça est vraiment la stratégie de l'Union européenne pour réduire, pour transformer l'économie de manière générale, afin de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone, et ce d'ici 2050. Et donc l'objectif principal, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de conserver la biodiversité et aussi à stimuler une croissance durable, en notamment investissant beaucoup dans les énergies renouvelables et en décarbonisant nos activités, comme Elisa l'a déjà un peu mentionné, en installant par exemple des flottes électriques ou quoi. Vous voyez aussi de plus en plus de voitures électriques sur les routes. Ça fait aussi partie de la stratégie du Green Deal. Euh, il y a quatre principales réglementations en matière de reporting ESG. Donc, je vais dire ESG souvent. Elisa l'a dit, c'est les volets environnemental, social et gouvernance. Je vais l'utiliser de la même manière que j'utiliserai le mot durabilité. Donc, comme ça, vous le savez.
Les quatre principales réglementations du coup qui vont nous concerner, ça va être la CSRD, dont je vais encore parler un peu plus après. Cette directive va viser à améliorer la transparence des entreprises tout au long de de l'Union européenne. Ensuite, il y a la EU Taxonomy, donc la taxonomie européenne, qui est un système de classification des activités économiques qui définit si une activité va être durable, si elle va être verte ou non, ce qui va aussi permettre de mieux cibler nos investissements vers les activités durables. Ensuite, il y a la CS-D, donc CSDDD, qui est la directive sur le devoir de vigilance des entreprises, donc les entreprises doivent pouvoir prévenir, donc identifier et prévenir tous les risques en matière de non-respect de droits de l'homme ou de la dégradation de l'environnement, et ce tout au long de leur chaîne de valeur. Et finalement, il y a aussi la SFDR, qui est elle une réglementation qui va surtout cibler le marché financier et donc qui vise à améliorer la transparence en matière d'investissement des banques et des fonds d'investissement. Donc je vais d'abord encore faire un petit zoom sur la CSRD, qui est la plus grande directive qui va nous concerner aujourd'hui. Donc c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Et comme j'ai déjà dit, elle a pour but principal d'améliorer la transparence, mais aussi la comparabilité entre tous les rapports de durabilité des entreprises européennes pour notamment lutter contre tout ce qui est le greenwashing et le social washing. Et donc cette directive, elle concerne les grandes entreprises de plus de 1000 employés et ayant 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 25 millions d'euros d'actifs. Et donc, ces entreprises, elles, vont être obligées de publier tous les ans des rapports détaillés en matière d'environnement social et de gouvernance, euh, selon des normes spécifiques qui sont les ESRS, qui sont les European Sustainability Reporting Standards. Et du coup, ces normes, elles vont définir le contenu et aussi la structure des rapports de durabilité des entreprises. Et dans cet exercice, les entreprises devront notamment analyser l'entièreté de leur chaîne de valeur et aussi effectuer une analyse de double matérialité. Ces deux termes-là, si vous ne les comprenez pas tout de suite, je vais vous les expliquer plus tard aussi. Mais donc, vous allez vous dire peut-être que vous n'êtes pas tout de suite concerné par la CSRD, ce qui est vrai, mais indirectement, vous avez quand même des clients et des partenaires commerciaux qui, eux, vont l'être et donc qui devront se soumettre à la CSRD et fournir des données sur aussi leurs parties prenantes. Et donc, il se peut très bien que vous serez demandé dans l'avenir de pouvoir leur fournir des données ESG. Le package Omnibus, c'est un paquet de modifications de loi qui est récent et qui est encore toujours en cours de discussion au niveau du Parlement européen. Mais donc c'est un paquet qui vise à simplifier certaines obligations qui aujourd'hui existent en matière de reporting ESG par rapport notamment aux directives que je vous ai expliquées avant, donc la CSRD, la CSDDD et la taxonomie européenne pour justement pouvoir préserver la compétitivité des entreprises européennes qui se sont pas mal plaints de la charge administrative beaucoup trop importante de ces directives. Et donc là, à nouveau, même si vous n'êtes pas directement concerné par le package, ça montre à quel point les réglementations évoluent en ce moment et à quel point l'Union européenne aussi a une volonté d'impliquer de plus en plus aussi des petites et moyennes entreprises dans tout ce qui est reporting ESG, notamment en ayant développé les VSM. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes finalement concerné par les obligations de la CSRD, mais de manière générale par la collecte de données ESG? Comme je l'ai déjà mentionné, premièrement parce que vous allez avoir de plus en plus de demandes de la part de vos clients et de vos partenaires commerciaux qui eux seront soit obligés par la CSRD ou aimeraient juste améliorer leurs relations commerciales. Donc ces derniers vont vous demander des données ESG et donc pouvoir fournir ces données peut être des fois le facteur décisif dans la signature ou non ou la prolongation d'un contrat
ou non. Donc, afin de pouvoir rester dans la chaîne d'approvisionnement de vos partenaires, il vaut mieux se munir de données ESG dès à présent. Euh, Ensuite aussi, on a un marché qui évolue de plus en plus vers tout ce qui est durabilité, tout ce qui est la responsabilité sociétale des entreprises et la protection de l'environnement, euh, que ce soit de la part des clients, des banques, du public en général. Il est important de pouvoir satisfaire ces attentes-là. Ça rime aussi avec votre réputation du coup et ça va aussi augmenter votre compétitivité. Évidemment, pouvoir montrer que vous êtes une entreprise responsable et qui est soucieuse de l'environnement, mais aussi de ses employés, ça va pouvoir attirer une clientèle spécifique. Ça va aussi pouvoir attirer des jeunes talents et les retenir surtout parce qu'ils seront fiers de pouvoir travailler pour un employeur qui est responsable. Ça peut vraiment être un facteur décisif dans tout ce qui est compétitivité, surtout aujourd'hui qu'on a tous les avis Google. Je crois que la réputation est quelque chose de très important et donc là, pouvoir la maintenir est toujours important. Ensuite, je l'ai déjà un peu mentionné, mais les banques et les investisseurs aussi euh, se se concentrent de plus en plus sur tout ce qui est les critères ESG. Donc, dans leur décision à donner à donner des prêts, à faire des investissements, à accepter des appels d'offres, et ben ça va aussi dépendre des entreprises. Donc, pouvoir montrer que vous êtes une entreprise résiliente qui va tenir sur le long terme et qui respecte l'environnement et le social, ça va vraiment pouvoir vous aider de temps en temps à décrocher certains appels d'offres. La collecte de données ESG, c'est aussi un moyen très important pour piloter vos risques, gérer votre entreprise de manière générale. Euh, donc, vous allez pouvoir identifier si vous avez des dépendances accrues par rapport à un certain fournisseur, par exemple, ou par rapport à une ressource qui pourrait être vulnérable en cas euh, d'augmentation des prix. Pouvoir identifier ces risques à l'aide de données et pouvoir les transformer en opportunités et peut-être identifier des opportunités d'innovation. Ça va vraiment pouvoir faire la différence pour votre entreprise. Et évidemment, vous contribuerez aussi à l'environnement et à la société parce que la collecte de données, c'est déjà le premier pas en avant vers la transition écologique et sociale. Ça va vous permettre plus tard de mieux prendre des décisions et de vraiment appliquer des actions concrètes par rapport à ce que vous avez identifié avec vos données. Le point 6, comme je vous l'ai déjà dit, les évolutions réglementaires en matière de durabilité changent pas mal en ce moment et vont beaucoup changer encore dans l'avenir. Donc, il se peut que dans certaines années, vous aussi, en tant que PME, vous soyez obligé de pouvoir fournir certaines données ESG. Donc, il vaut mieux commencer déjà aujourd'hui pour anticiper ces changements de réglementation plutôt que de les subir. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre avec cette slide, c'est que la collecte de données ESG et la durabilité en général, ça ne doit pas être un fardeau forcément pour votre entreprise, mais que vous le voyez vraiment comme un levier de performance et d'engagement pour renforcer vos relations, pour améliorer votre réputation, mais aussi pour construire en général une entreprise qui est résiliente et qui va pouvoir durer dans le temps. Voilà. Là maintenant, je vais un peu vous parler plus des grandes étapes qui rentrent dans le reporting ESG. Donc la première étape importante, ça va être l'identification et l'implication de ces parties prenantes. Donc ça veut dire que un exercice important, c'est de décomposer sa chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, ça va être toutes les activités, ça va être toutes les relations et les ressources que vous mettez en place pour pouvoir créer votre produit ou votre service. Et donc là, vous allez la décomposer et voir quelles sont les parties prenantes, quels sont les acteurs qui se trouvent en amont,
de vos activités. Ça va être par exemple des investisseurs ou les banques qui vont donner des prêts. Ça va être des fournisseurs de logiciels informatiques, par exemple. Euh, Par rapport à vos propres activités, vous allez surtout consulter vos employés qui connaissent bien votre entreprise et qui ont une bonne vision de comment fonctionne votre entreprise, qui vont pouvoir vraiment bien vous aider. Et finalement, en aval aussi, il est toujours important d'écouter ses clients euh, parce que finalement, c'est eux qui vont profiter de vos services et de vos produits. Et donc, une fois que vous aurez identifié euh, toutes les parties prenantes qui entrent en jeu dans la création de valeur de votre entreprise, eh ben, vous allez pouvoir les cartographier comme vous voyez ici en bas à droite euh, de manière visuelle par rapport à ici en Y leur influence qu'ils vont avoir sur votre entreprise. Donc si c'est par exemple un investisseur qui vous donne assez les moyens financiers pour pouvoir gérer vos activités, ben, ça va monter en influence, il va se retrouver de plus en plus haut sur cet axe. Et d'un autre côté, sur l'axe des X, vous allez avoir l'intérêt que ces parties prenantes vont porter à votre entreprise. Donc, par exemple, un client de très longue durée qui euh, aime vraiment votre entreprise et qui aimerait continuer à vous choisir, eh ben ce sera quand même un acteur important à pouvoir engager. Et donc plus les parties prenantes vont se trouver en haut à droite de votre cartographie, plus ce sera intéressant de consulter ces parties prenantes, donc d'ouvrir le dialogue afin de mieux comprendre quelles sont leurs attentes, comment vous pouvez, ça va aussi vous permettre de renforcer votre confiance et votre transparence, et comme j'ai déjà dit, d'anticiper les exigences futures. Et donc, ça doit pas se faire de manière très compliquée, hein. Vous pouvez juste faire une simple discussion, ça peut être une simple discussion informelle, ça peut se faire par des réunions d'équipe, ça peut être des retours de terrain ou des questionnaires que vous envoyez à vos clients. Finalement, la manière dont vous construisez le dialogue n'est pas très importante. Le plus important, c'est que vous le fassiez, que vous ne prenez pas vos décisions tout seul dans votre coin. Il vaut toujours mieux euh, écouter les personnes qui nous entourent, écouter les personnes qui comprennent bien notre entreprise et qui ont un intérêt à ce que notre entreprise fonctionne bien. Et donc cette étape va être importante pour plus tard mieux prendre vos décisions et surtout pour faire au mieux ce qui est la double matérialité, donc l'exercice de la matérialité. Ici, je vous présente la double matérialité, juste pour vous dire que c'est obligatoire pour toutes les entreprises qui sont soumises à la CSRD. Euh, mais vous, en tant que PME, comme c'est un travail assez laborieux, vous n'êtes pas obligé de nécessairement faire une double matérialité. Vous pouvez aussi simplement faire l'exercice d'une simple matérialité. Mais en soit, le principe de matérialité, ce que vous devez retenir, c'est qu'il va vous déterminer quels sont les enjeux ESG qui sont prioritaires à votre entreprise. Parce que vous le savez bien, toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Une entreprise de logistique, par exemple, va se concentrer beaucoup plus sur les thématiques qui sont liées à la sécurité du travail ou à ses émissions de gaz à effet de serre, par exemple, alors qu'un menuisier, lui, va peut-être plus se concentrer sur tout ce qui est la provenance de son bois et la gestion de ses déchets. Voilà, donc dépendant de votre entreprise, vous aurez des enjeux qui vont être différents. Ça dépend aussi pas seulement de vos activités, mais aussi de vos parties prenantes, du coup, que vous aurez déjà consulté au préalable. Euh, mais voilà, pour revenir à la double matérialité, c'est en fait le principe d'analyser d'une part l'effet que vous avez en tant qu'entreprise sur l'environnement et sur la société. Donc là, on parlera de la matérialité d'impact, ou on appelle aussi l'effet inside out. Et là, on parlera de soit avoir des impacts positifs ou des impacts négatifs. Donc, un exemple d'impact négatif serait par exemple euh, le traitement de métaux de votre entreprise qui va émettre des particules fines et des fumées toxiques dans l'environnement. Ensuite, vous allez aussi analyser
l'effet de l'environnement et de la société sur votre entreprise, donc le outside in. Et là, on parlera de risques et d'opportunités financiers. Euh, un exemple d'une opportunité financière qui provient de l'extérieur serait par exemple l'utilisation de bois certifiés qui va attirer des clients qui seront soucieux de l'environnement. Et donc là, on va attirer une opportunité qui vient de l'extérieur, notamment par les clients. Une fois que ces enjeux sont identifiés, donc comme je l'ai dit, on peut aussi faire une simple matérialité. Et dans ce cas-là, vous n'analyserez que l'effet de votre entreprise sur l'environnement, donc juste l'effet inside out. Euh, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez les grands thèmes qui sont importants à votre entreprise et vous allez demander à vos parties prenantes et vous-même de les évaluer selon leur ampleur, selon leur étendue et selon leur probabilité d'occurrence. Pour les impacts négatifs, vous allez aussi évaluer leur irrémédiabilité. Donc, à quel point est-ce que c'est possible d'y remédier, de retourner en arrière et ce sur le court, moyen et long terme. Donc c'est assez laborieux, mais ça permet vraiment de bien comprendre quels sont les enjeux prioritaires à votre entreprise. Et une fois que vous aurez fait ça, eh ben, vous allez pouvoir le visualiser à l'aide d'une matrice de matérialité. Donc ici en bas, je vous ai mis une matrice de double matérialité. Et donc dans ce cas-là, on va montrer sur l'axe des Y la matérialité d'impact et sur l'axe des X en bas en horizontal la matérialité financière. Et plus vos sujets vont être importants, plus ils vont se trouver dans le coin supérieur droit, un peu comme avant avec vos parties prenantes. Donc, la matérialité, c'est vraiment quelque chose de très important, mais ça ne doit pas être un travail aussi laborieux que sous la CSRD. C'est plus pour vous montrer ce que les grandes entreprises vont faire et dans quelle direction vous pourriez le faire aussi. Euh, Dans le guide ici, je vous ai mis un petit extrait du guide qu'on a développé avec la Chambre des métiers. Et donc là, vous aurez par exemple beaucoup plus d'exemples concrets par métier euh, selon les trois piliers ESG. Et donc, c'est très bien expliqué ce qu'est vraiment la matérialité d'impact. Et puis, vous avez des exemples concrets, par exemple pour le boucher. euh, en matérialité d'impact, le choix des fournisseurs va être important pour encourager ou freiner l'agriculture locale. Vous allez pouvoir voir ça plus tard dans le guide, mais il y aura beaucoup d'exemples beaucoup plus concrets que ce que je viens de vous présenter maintenant. Je me permets juste d'ajouter Oui, encore un dernier truc sur la double matérialité. Donc, il y a cet exercice pour le rapport ou pour pouvoir identifier ces sujets d'impact, mais aussi que vous fassiez la matérialité double ou la matérialité simple. Pour votre entreprise, ça peut être très intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, les sujets de durabilité sont nombreux, très variés. Et on a tous des contraintes au niveau temps, au niveau ressources humaines et au niveau ressources financières. Donc la double matérialité peut vous dire ces sujets-là sont ceux qui sont le plus urgents. Si pour votre activité, l'énergie n'est pas la chose la plus impactante, si vous investissez énormément d'argent dans une grande installation de panneaux photovoltaïques, c'est un peu dommage parce que cette ressource financière, vous auriez peut-être pu l'utiliser sur autre chose. Je donne cet exemple-là, mais ça peut être tout autre chose. C'est juste cette idée de prioriser les ressources financières, humaines et de temps pour avoir des actions qui ont le plus d'impact positif ou d'amélioration possible. Voilà. exactement. Merci Elisa. Euh, c'est très bien dit. Donc, une fois que vous aurez identifié vos enjeux prioritaires, eh ben, vous allez pouvoir passer à la collecte de données qui va vous permettre de déjà mesurer vos impacts, donc par exemple votre consommation d'eau, la sécurité au travail, la parité de vos effectifs. Ça va aussi vous permettre de suivre vos progrès dans le temps et de voir vos améliorations, vos points d'amélioration ou non. Euh, et finalement, de pouvoir communiquer de manière crédible et soutenu sur vos engagements et de pouvoir du coup adapter vos actions
par rapport aux enjeux les plus prioritaires. Euh, il faut toujours avoir des données pour pouvoir bien prendre ses décisions, c'est assez important et je suis sûr que vous en avez déjà un grand nombre dans votre entreprise. Donc une astuce que je peux vous donner, c'est déjà d'identifier toutes les ressources qui sont disponibles chez vous. Ça va être par exemple tout ce qui est des factures d'électricité ou les factures d'eau, les contrats de fournisseurs. Ça va être des données, des ressources humaines sur vos employés. Vous avez déjà un tas de données qui sont disponibles chez vous. L'important, c'est de pouvoir impliquer les bonnes personnes qui connaissent le sujet et qui savent vous retrouver toutes ces données. Par exemple, vous allez pouvoir demander au comptable ou à la RH ou au RH de vous fournir les fiches de paye, par exemple. Et donc, aussi, une autre astuce, c'est d'utiliser des outils simples, hein. Ça peut être juste un tableur Excel tout simple. Je vous conseille de centraliser vos données dans un même document pour que vous ne vous retrouvez pas à avoir des données un peu dispersées partout et que vous ne savez plus où vous les avez mises et qu'à un moment, vous allez passer à côté de données que vous aviez déjà collectées, vous vous retrouvez peut-être avec des données qui ne sont plus à jour, etc. Euh, des exemples de données que vous allez pouvoir connecter et qui vont vous être demandées si vous décidez de faire le rapport par rapport au VSME ou aux ESRS, ce serait la consommation d'énergie, vos émissions de CO2, ou encore vos quantités de déchets, vos types de déchets et aussi le taux de recyclage de ces derniers. Donc ça, c'est pour la partie environnementale. Sinon, on va des fois demander des données par rapport au type de contrat de travail de vos employés, aussi les effectifs et les parités de vos employés. Et finalement aussi pour le volet gouvernemental, par exemple, les taux d'accident du travail. Donc c'est toujours bien de documenter tout ce qui se passe dans votre entreprise. Euh, voilà, et ça permettra aussi plus tard de pouvoir rédiger un rapport et de fixer votre stratégie vraiment de manière claire et soutenue avec des données qui sont fiables et donc crédibles, ce qui va vous permettre de mieux décrocher des financements et mieux gérer votre entreprise de manière générale. Ici, je vous ai mis un exemple de la divulgation B3. Donc, c'est un point d'information qu'il faudra euh, donner si on veut faire le reporting par rapport au VSME. Et donc ici, c'est le B3, c'est par rapport à votre consommation d'énergie. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est votre quantité d'énergie non renouvelable que vous utilisez et puis la part renouvelable de cette dernière, ainsi que la quantité de vos carburants. Ici, c'est sous format d'un tableau, mais des fois, vous avez aussi des informations que vous pouvez juste simplement donner sous forme d'un texte. Donc, les manières, elles diffèrent et il n'y a pas par rapport au VSME, il n'y a pas vraiment une structure qui est strictement nécessaire à suivre. Et donc, une fois que vous aurez collecté vos données, vous aurez le choix entre différents, surtout en Europe, il y a deux euh, standards de reporting. Donc, il y a les ESRS qui, eux, sont les standards qui sont sous la CSRD et qui sont donc obligatoires à suivre pour les grandes entreprises. Et puis, il y a aussi la VSME que j'ai déjà expliqué un peu maintenant, mais du coup, c'est la Voluntary Sustainability Reporting Standards for Non-Listed VSMEs. For Non-Listed SMEs. Donc, c'est un standard qui a été développé récemment par les FRAG et qui a été conçu spécialement pour les petites et moyennes entreprises. Donc, il reprend à peu près les mêmes thématiques que les ESRS. Donc, ça va aussi être divisé en ESG, mais de manière beaucoup plus simple et beaucoup moins laborieux. Euh, pour que les PME puissent faire cet exercice aussi. Et il y a aussi un grand nombre de plus grandes entreprises qui sont juste en dessous du scope du champ d'application des ESRS, qui eux décident aussi d'utiliser ces VSME parce que c'est une très bonne solution qui couvre déjà un grand nombre de thématiques. Donc, comme le nom
le suggère, les VSME sont volontaires. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire un rapport si vous n'avez pas envie de le faire. Après, je vous le conseille si vous avez déjà fait l'exercice d'identifier vos parties prenantes et vos enjeux prioritaires, si vous avez déjà vos données, et ben un rapport c'est plus que l'avant-dernière étape parce qu'après le rapport vous pouvez aussi encore faire développer votre stratégie de durabilité. Euh, mais voilà, donc ici cette slide pour un peu comparer les VSME et les ESRS. Euh, les VSME sont, comme j'ai dit, elles sont volontaires. Ça va concerner toutes les entreprises qui ne sont pas concernées par la CSRD, donc toutes les entreprises avec moins de 1000 employés et donc tous les participants aujourd'hui du webinaire. C'est les mêmes thèmes qui sont couverts que les ESRS, mais de manière plus simplifiée. Et c'est un module, un standard qui est modulaire. Donc vous allez pouvoir choisir soit entre un module basique ou un module compréhensif. Le module basique qui va déjà couvrir un grand nombre de points de données euh, et le module compréhensif que vous pouvez faire en addition du module basique et celui-là, il couvre plus de données encore qui seront susceptibles d'être demandées par tout ce qui est les banques et les investisseurs. Euh, Par rapport à l'analyse de matérialité, du coup, pour les ESRS, la double matérialité est obligatoire, alors que pour les VSME, il y a ce qu'on appelle le principe si applicable. Euh, donc, c'est un peu le principe d'une matérialité simple. En fait, vous allez juste euh, reporter sur les données sur les enjeux qui sont applicables à votre entreprise, qui sont pertinentes à votre entreprise. Et donc, généralement, vous l'aurez déjà identifié avec votre matérialité. En ce qui concerne les points de données qu'il faudra divulguer, il y en a environ 40 pour le module basique et 35 pour le module compréhensif, alors que pour les ESRS, il y en a plus de 400. Donc, ça vous montre à quel point la VSME est beaucoup plus simple et elle est accessible aux capacités d'une PME. Donc, vous pourrez faire cet exercice avec vos ressources déjà disponibles. Pas besoin d'appeler un consultant ou un expert qui vous aidera dans cette démarche. Euh, voilà, voilà. Donc, finalement, je vais passer à la présentation de notre guide. Donc le voici, ici c'est la page de couverture. Il est disponible dès aujourd'hui en français et vous pouvez d'ailleurs scanner le code QR qui se trouve ici en bas pour accéder au lien de précommande de ce guide. Euh, Hmm, C'est pas grave si vous n'avez pas le temps maintenant. On va aussi vous montrer le guide plus tard dans la présentation encore, le code plus tard. Et on va peut-être aussi l'envoyer dans le chat pour que vous puissiez directement cliquer sur le lien. Mais en tout cas, il est très bien fait. Il couvre un peu ce que j'ai en bref expliqué aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus compréhensible, de manière beaucoup plus complète et visuelle. Et il est divisé en trois parties. Donc il y a une première partie théorique, ensuite il y a une partie pratique où vous allez avoir beaucoup plus les exemples concrets pour chaque étape du reporting ESG. Et finalement, il y a une troisième partie qui va vous donner toutes les aides qui sont disponibles aujourd'hui pour les PME luxembourgeoises et que Elisa va encore vous expliquer plus tard. Euh, donc J'ajouterais oui, juste un ici, petit point, oui, si c'est OK pour toi. oui, Euh, vas-y. on a parlé au slide précédent des standards, donc juste pour ceux qui se posent la question, on sait qu'il existe des standards pour les PME cotées en bourse, donc c'est les LSME, mais on a fait le choix de ne pas les présenter et de ne pas les inclure dans notre guide, étant donné que dans l'artisanat, nous n'avons pour le moment, ou en tout cas au moment où on a fait l'assessment pour la préparation de ce guide, pas de PME cotée en bourse. Donc sachez qu'il existe encore un standard spécifique pour ces entreprises-là, mais nous avons fait le choix de ne pas l'inclure parce que les artisans ne sont pas concernés.
Exact. Voilà. Donc là, on va principalement parler de la CSRD et aussi de la VSME que je vous ai présenté avant. Et donc, vous allez avoir vraiment plein d'exemples concrets, plein de visuels. Euh, il est très complet, mais ce qui est bien avec ce guide, c'est que vous pouvez vraiment lire les sections indépendamment les unes des autres. Euh, Vous serez toujours mis un peu en contexte, donc vous n'êtes pas obligé de tout lire. Vous pouvez lire vraiment juste les parties qui vous concernent le plus. Et voilà. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, il est juste disponible en français, mais il y aura une version anglaise qui est prévue pour la mi-juillet et une version allemande aussi qui, elle, va sortir au courant du mois d'août. Et donc, voilà, on est assez fiers, BDO, mais aussi de la Chambre des métiers, la Fédération des artisans, de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce guide. Et j'espère qu'il va beaucoup vous aider. Euh, c'est tout pour ma partie. Donc, je vais laisser Elisa prendre le relais pour vous expliquer plus comment la Chambre des métiers va pouvoir vous aider dans votre démarche ESG avec toutes les aides étatiques aussi qui existent aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. Et oui, je tiens juste à ajouter, le guide, on a vraiment essayé de le créer de telle façon à ce qu'il puisse aider tout à chacun à commencer à se familiariser à la durabilité ou à la collecte de données, ou bien à réfléchir à une stratégie, savoir quelles sont les étapes de la stratégie, de l'analyse de double matérialité. Même si vous ne faites pas de rapport ou si vous ne voulez pas aller vers le rapport, ça sera quand même un très bon outil de base pour commencer à vous familiariser avec ces sujets. Tout y sera expliqué, enfin, tout. Dans la mesure du possible, dans 60 et quelques pages, on a essayé de limiter pour pas trop vous submerger d'informations, mais du coup, voilà. Et je vais repartager mon écran. Hop, hop, Je vois aussi Sandro qui pose une question. Les questions se posent à la fin verbalement ou pouvons-nous les poster dans le chat au fur et à mesure? Vous pouvez déjà poster vos questions si vous en avez directement dans le chat. On va essayer d'y répondre à la fin quand il y aura la partie pour les questions qu'on pourra répondre tout de suite. Sinon, on vous enverra des messages après. oui. Alors, je vais essayer de tenir ma partie assez courte pour qu'on ait le temps pour les questions et réponses. Comme ça a déjà été demandé dans le chat, ne vous tracassez pas, tous les slides vous seront envoyés par la suite. Donc, vous aurez toutes les informations à disposition. Donc, juste pour les quelques dernières informations que je voulais vous partager du côté de la Chambre des métiers, certains d'entre vous le savent, à la Chambre des métiers, on a différents services et départements. Tous ont des offres précises en fonction de leur mission sur la durabilité. On a voulu créer un nouveau site internet pour vous centraliser toute cette information. Donc, pour le moment, le site internet a plus ou moins 10% de l'information qu'on compte y mettre à terme. Euh, il y a pas mal de nouveautés prévues pour l'automne. Donc voilà, garder le site internet à l'œil, c'est la centralisation de l'information et on veut avec ce nouveau site simplement vous rendre le sujet plus facile. Petit rappel, donc la Chambre des métiers est là pour représenter les artisans d'un point de vue politique ou de lobbying dans les différents groupes de travail. On le fait pour tous les sujets, mais aussi pour la durabilité, que ce soit au niveau national, européen ou international. Hop. Vous avez droit à un accompagnement personnalisé aussi grâce à notre département Ian FIEC où on a un collaborateur qui est spécialisé sur tout ce qui est décarbonation. Ils sont tous spécialisés sur toutes les aides étatiques. Ils peuvent vous aider à trouver celle qui correspond le mieux à votre projet. Je suis là pour les sujets de durabilité. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin d'un accompagnement. Pareil, avec le e-Anfiec et le Sustainable Anfiec, on vous met pas mal de ressources à disposition, que ce soit des articles, des fiches pratiques ou le guide comme aujourd'hui. Et nous avons aussi ce côté formation. Donc la formation, juste pour vous résumer, il y a le volet durabilité aussi bien dans la formation initiale que dans la formation continue avec un catalogue que je vais vous présenter par la suite. Et aussi dans les brevets de maîtrise, des modules d'initiation au développement durable sont également inclus. Donc voilà en un visuel les formations du catalogue dédié vraiment à la durabilité qui sont des formations qui visent à vous rendre ces concepts les plus compréhensibles possibles. Ces formations, attention, très grande information. Ces formations sont gratuites. Elles sont gratuites jusque juin de l'an prochain
grâce à des financements européens, vous toucherez même des primes de 135 € par tranche de 8 heures de formation. C'est des primes de compétences climatiques. Si vous n'avez pas 8 heures de formation, ça sera vu au prorata. Mais voilà, tout est fait pour vous rendre le sujet le plus facile et le plus accessible possible. Donc n'hésitez pas à en profiter tant qu'on bénéficie de ce financement européen. Je ne sais pas s'il sera renouvelé. Euh, et oui, pour vous aider aussi à vous rendre compte, donc vous faites tous déjà des choses que vous identifiez certainement pas comme de la durabilité, mais qui sont des mesures de durabilité. Mais aussi, si vous voulez en faire encore plus, il existe toute une panoplie d'aides étatiques. Alors, la liste ici n'est pas exhaustive, mais je me suis amusée à faire un peu ce- ce- cette allocation par pilier euh, pour voir un peu quelles aides rentrent dans quel pilier. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'aides. Celles en mauve sont des bonifications d'impôts ou des aides plutôt à un attrait fiscal, comme l'amortissement spécial. Comme dit, la liste n'est pas exhaustive, mais ça vous donne déjà un bon visuel, comme quoi que vous pouvez faire pas mal de choses. Et pour pas mal de choses, vous serez déjà pas mal aidé. Celle que je veux, par contre, mettre un peu plus en avant aujourd'hui, qui rentre plus dans le contexte du sujet, c'est le Starter Kit RSE. Donc, si vous voulez commencer à structurer votre approche ou alors à commencer à mieux comprendre ces différents sujets, à identifier votre chaîne de valeur, les parties prenantes, voir où est-ce que vous vous situez, bah, le Starter Kit pour les PME est vraiment l'outil, l'aide étatique qui est là pour vous. Donc, cette aide étatique, pardon, vous donnera accès à une plateforme en ligne qu'on appelle la Toolbox RSE, où vous aurez différents outils qui vous seront mis à disposition pour commencer à vous préparer. Cette partie-là, vous la ferez de votre côté, ça vous prendra plus ou moins 8 heures. Vous pouvez le faire d'un coup ou par petits bouts, à vous de voir. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, un expert agréé de l'INDR organisera dans votre entreprise, avec les personnes que vous aurez identifiées comme nécessaires pour ces ateliers, 3 ateliers seront organisés. Vous aurez certainement des petits devoirs entre chaque atelier pour pouvoir évoluer le plus possible. Cet accompagnement, du coup, équivaut à plus ou moins 3 jours et demi de consultance. Le travail de préparation du consultant y est aussi inclus. Et la très bonne nouvelle ici, c'est que ça coûte 5 000 €, mais le ministère de l'économie vous donne 5 000 € une fois que vous avez terminé ce programme. Donc en gros, vous devez préfinancer le programme, mais une fois terminé, ça ne vous aura coûté rien du tout, à part votre temps et un petit peu d'énergie. Donc voilà, cette aide-là, vraiment, c'est celle qu'on vous recommande si vous voulez commencer à vous structurer. Donc ici, je vous ai remis un petit code QR pour l'abonnement à notre newsletter durabilité à la Chambre des métiers. On vous tient un peu au courant de ce qui se passe au niveau durabilité. On vous remet des aides étatiques aussi. On vous fait des petits rappels. Le code QR pour télécharger le guide ou le précommander dans les autres langues. Et, euh, et je vous ai également mis dans le chat le lien, si vous préférez un lien plutôt qu'un code QR. Et du coup, nous pouvons passer aux questions. J'essaye de reprendre le chat pour voir. Donc, de ce que je peux déjà vous dire, de ce que j'avais noté. Donc, les slides seront envoyés. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le webinaire est enregistré. Le replay sera mis à disposition aussi sur la plateforme YouTube de la Chambre des métiers. Euh, des ateliers VSME seront encore organisés aussi vers la fin de l'année, tout comme des formations dédiées sont en préparation. Donc, on est en train de regarder pour vous donner encore plus de ressources. Et qu'est-ce que je vois ici comme question? Guillaume, si tu as déjà des réponses à des questions, n'hésite pas à intervenir. Alors, là, c'est Euh, OK. alors, pour la question de Sandro, qui est quelle sera la nécessité d'avoir une entreprise fortement informatisée pour répondre aux critères CSRD? Par exemple, faut-il des logiciels ERP, DMS, etc., certifiés pour les workflows et les documents numériques? Euh, en fait, pour la CSRD, il faut juste que vous puissiez être en mesure de documenter vos processus. Euh, et donc, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir des logiciels certifiés ou quoi. Vous pouvez faire ça de manière, vous pouvez faire ça dans des Excel ou n'importe les logiciels que vous utilisez chez vous, du moment que vous documentez tous vos processus internes, les actions, les politiques, les mesures, les metrics que vous avez en place et aussi les cibles.
Voilà. Et je profite pour répondre à la deuxième question de Sandro. Donc pour la réputation acquise grâce aux critères, y a-t-il une certification officielle type Crédit Réforme, désolé, je ne le connais pas, ou Euler par les aspects financiers ou un triple A. Alors, il existe ici au Luxembourg un label luxembourgeois qui va certifier votre maturité au niveau de la RSE ou de la durabilité. C'est le label ESR de l'INDR. Donc là, c'est vraiment un label qui certifie l'approche holistique sur la durabilité selon les trois piliers ESG. Si vous voulez une labellisation juste sur une petite partie, il y a le label de la Superdrex ou le Zuckergesamt de la AA pour la santé et sécurité. Mais voilà, si c'est plus l'approche holistique que vous voulez faire certifier, ça sera le label ESR de l'INDR qui sera le plus approprié. À voir qu'est-ce que vous avez besoin dans votre entreprise. Puis nous avons la question toujours de Sandro. La collecte des données ESG, est-ce que des outils de monitoring type PRTG peuvent être utilisés? Par exemple, si on intègre des IoT pour suivre les processus de production logistique. Alors, pour tout ce qui est collecte de données ou génération des rapports et tout ça, il existe différents outils informatiques à disposition, même beaucoup. Pour le moment, c'est un petit peu la jungle dehors. Beaucoup de providers ont proposé des outils informatiques. C'est logique que si vous digitalisez la collecte de données ou vous avez une entreprise un peu plus digitale, vous aurez plus facile à collecter et à suivre les données parce que ça demandera moins d'intervention manuelle. Après, pour ce que moi j'en sais, il n'y a pas d'obligation que votre entreprise ait un certain niveau de digitalisation ou il n'y a pas d'obligation que la collecte de données se fasse via ces genres d'outils. Oui, exactement. Il y a certains, vous le faites un peu de votre propre manière. Il y a aussi des templates Excel qui sont proposés par le FRAG va vous donner, qui est en fait l'organe euh, qui conseille les PME dans tout ce qui est euh, reporting. Et donc là, eux, par exemple, ils vont vous donner, il y a des plateformes Q&A, mais il y a aussi des tableurs Excel qui sont déjà préfaits dans lesquels vous devrez manuellement quand même mettre vos données, mais il n'y a pas une seule manière vraie. Si vous, dans votre entreprise, vous avez déjà mis en place ce type de logiciels qui vont vous permettre de l'automatiser, ben, autant pour vous. Pour la question sur les interlocuteurs et formateurs de la Chambre des métiers. Donc, dans le IANFIEC ou aussi bien moi-même, tout le monde est multilingue. Donc, on parle aussi bien français, allemand, luxembourgeois ou même anglais. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous trouverez toujours un interlocuteur dans la langue qui vous convient le mieux. Pour les formations, euh, la plupart des formations, de toute façon, à la Chambre des métiers sont toujours organisées en français et en allemand. Dans le catalogue de durabilité, pour le moment, on a certaines formations, par exemple sur la chaîne de valeur, la décarbonation de la chaîne de valeur, les droits de l'homme, les basiques de la RSE, où on a du mal à trouver des formateurs germanophones. Donc celles-là sont pour le moment uniquement en français, mais on compte les développer à terme aussi, si on trouve des partenaires en allemand, c'est vraiment important pour nous. Et on est en train de regarder à développer de nouvelles formations sur les VSME. Donc là, normalement, le partenaire qu'on envisage devrait avoir aussi le français et l'allemand. Et il y a des workshops, donc Guillaume et sa collègue Abby ont organisé le premier workshop en français sur les VSME le mois dernier. Et il y aura un workshop en allemand sur les VSME aussi, quelque part à l'automne. On n'a pas encore fixé la date. Voilà. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Ah bah super, contente d'avoir pu répondre à toutes vos questions, Sandro. Ok. Je ne vois pas de questions autres que celles qui ont été posées. Alors moi, je tenais à dire quelques mots pour vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire. Un grand merci à BDO pour son aide et à la chouette collaboration qu'on a eue jusque-là sur ce projet. Ça a vraiment fait très plaisir et j'espère vraiment tous que vous apprécierez ce guide et qui vous servira à vous lancer dans ce sujet. Voilà, Oui, un grand merci merci. beaucoup à avoir participé. Merci à toi, Elisa, et à la Chambre des métiers d'avoir organisé ça. C'est un vrai plaisir. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Bonne journée.